Et à un matin, je me suis levé chez McKinsey, je me rappelle bien, je commençais une mission. Et la mission était passionnante, mais je suis arrivé, je me suis dit, mais en fait, t'es pas à ta place. Il faut que tu trouves un truc qui t'anime plus, qui te drive plus. Et donc, j'ai décidé de partir pour entreprendre. Et finalement, dans les presque 10 ans qu'a duré l'aventure Good Goo, j'ai jamais eu le sentiment de travailler au sens subir. C'était un bonheur tous les jours parce que il y avait une grosse montagne à gravir. Mais déjà, c'était excitant parce que c'était un défi. Et en plus de ça, la cause, je la trouvais noble. Donc, quand tu es convaincu par ce que tu fais, ça te donne une énergie absolument démultipliée. Je me rappelle encore, mais j'en rougis presque. Quand on a reçu le virement, 800 000 €, moi j'ai pris une photo du compte en banque, quoi. C'est un truc lunaire. Et effectivement, maintenant, les levées de moins de 1 ou 2 millions font presque rire la place. Donc, le système a vachement évolué et c'est une source d'opportunité pour tous les entrepreneurs qui ont une super idée, mais pas forcément les moyens de se lancer. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Build a City for Good. Aujourd'hui, on vous fait découvrir un membre de la communauté Daphne, un nouveau membre, qui est aussi entrepreneur. C'est dans la food tech qu'il a excellé et vous avez sûrement dû connaître son parcours. C'est le fondateur, l'ex-fondateur de Good Goo, Michael Aubertin, qui est avec nous aujourd'hui. Il est diplômé de l'EDEC, il est passé par McKinsey Unilever, mais il a fait le virage, il a décidé de faire un virage à 180 degrés et créer sa boîte. Michael, comment ça va ? Bienvenue, bonjour. Salut Aurélie, salut Chabir. Salut. Chabir déteste quand je fais des intros, mais effectivement, voilà, ça s'appelle une intro ratée. Non, pas du tout, mais j'espère que vous aurez l'avant-intro qui est encore meilleur. Qui est très précis. Exactement. Qui montre qu'il y a une bonne ambiance sur le plateau en carton qu'on a. Exactement. Donc Michael est avec nous pendant une bonne demi-heure. Merci pour ton temps. Merci de venir nous raconter ton histoire. On a prévu une petite série de questions avec Chabir. Et Chabir qui est investisseur, je le rappelle quand même, chez Daphne. Voilà, pour ceux qui écouteraient le podcast pour la première fois. Alors, Michael, on revient sur toi. Juste petite question, peut-être au début, avant de parler de ton parcours entrepreneurial. Est-ce qu'on peut revenir sur qui est Michael Aubertin un petit peu d'où viens-tu ? Est-ce que tu es sportif ? Je crois que oui. Et puis, est-ce que tu as une grande famille ? D'où vient ? Enfin, voilà. Ouais, bien sûr. Mais merci de m'accueillir sur ce super plateau. Je suis très heureux d'être là avec vous. Alors, moi, en quelques mots, j'ai 41 ans déjà. Je suis marié à Julia, qui est quelqu'un de très important dans ma vie, puisqu'on fait beaucoup de choses ensemble, dont Good Goo que tu évoquais tout à l'heure, on l'a construit ensemble. Et puis, on a 4 enfants ensemble. Et ce que je fais depuis maintenant plus de 2 ans, donc de l'investissement dans des startups type et impact, on le fait aussi tous les deux. Je suis donc originaire de l'Est de la France, j'ai grandi à Nancy, j'ai fait un petit passage à Lille pour mes études, et en Australie comme premier boulot, mais installé en Île-de-France. Et dans la vie, à part bosser, je fais effectivement pas mal de sport. Donc j'adore la course à pied, le tennis, je suis marathonien, j'essaie de trouver des occasions de prendre du bon temps et de me dépasser. Donc le Mont Blanc est un exemple, on pourra peut-être revenir là-dessus. Et c'est quelque chose qui m'anime et que je retrouve dans l'entrepreneuriat. Je suis toujours très ému, moi, par des entrepreneurs qui vont au bout de leur talent, par des sportifs aussi. Moi, j'ai presque la larme à l'œil quand je regarde Usain Bolt battre les records du monde. Je trouve qu'il y a des points comme ça à aller chercher entre ces univers. Et donc, en résumé, pour cette mini-introduction, le boulot, mais pas que. Et c'est le sport qui t'a donné envie un peu, ou donné cette niaque d'entreprendre, ou c'est corrélé parce que tu viens quand même, on a dit, de McKinsey et Unilever. Tu décides de monter ta boîte, tu vois, comment tu fais le switch et qu'est-ce qui t'anime ? Il y a pas mal de choses qui s'expliquent, je crois, dans la petite enfance des gens. Moi, j'ai grandi dans un environnement
extraordinaire, avec une moitié de famille dans l'enseignement, l'éducation nationale, et une moitié de famille en profession médicale, paramédicale. Donc la première moitié, elle a toujours poussé pour la recherche alors l'excellence c'est un bien grand mot, mais en tout cas d'atteindre d'objectifs académiques et de donner le meilleur de soi. Et l'autre partie, elle donne du sens à la communauté avec une forte, une caractéristique qu'on retrouve chez les entrepreneurs qui est la liberté. Les professions libérales, c'est des gens qui ont horreur qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et les deux, ma maman était prof il est retraité maintenant, mais elle était prof de français, et mon père kiné, ils ont toujours énormément bossé. Donc c'était un exemple vraiment à suivre. Et j'admirais chez eux la capacité d'aller au bout de leur profession, quoi. Et donc cet exemple-là, j'ai mené mon petit bout de chemin qui n'avait rien à voir. Moi, j'ai fait une école de commerce. Mais comment est-ce que tu finis en école de commerce quand t'es... En fait, dans mes cousins, il y en a qui ont tracé des sillons différents et j'ai eu l'occasion de voir ce qu'ils apprenaient, la vie qu'ils menaient, qui est quand même assez sympa en école. Ouais. Donc, j'ai suivi cette voie. Et j'ai fait mes premières classes, comme tu le disais tout à l'heure, Lee, dans des gros groupes. Donc, j'ai commencé à la Société Générale, ensuite chez Unilever, ensuite chez McKinsey. J'ai appris énormément, que ce soit en méthode de travail, en réseau, en compréhension aussi de l'univers professionnel, parce que le monde familial dans lequel je vivais n'était pas du tout un monde corporate. Mais au bout d'un moment, au bout de 7-8 ans, j'ai trouvé que c'était quand même aussi sympa de pouvoir prendre des risques, de passer moins de temps dans des réunions internes à aligner les uns les autres, de récolter les fruits de son travail et puis d'assumer éventuellement ses échecs, quoi. Et ça vaut pour tous les jobs où tu as été? Parce que, à la limite, le conseil, c'est un peu les clichés qu'on peut avoir, et peut-être tu me diras, c'est le contraire. Mais ça vaut aussi pour toutes les expériences que tu as eues avant? Le conseil, moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que c'était d'un stimulant. J'étais entouré de gens vraiment brillantissimes. Et quand tu es entouré par des gens super rapides, super performants, super bons, tu es obligé de donner le meilleur de toi-même. Donc, ça te stimule. Il y avait un autre élément fantastique qui était qu'on touchait à des sujets hyper différents de stratégie d'organisation, dans des usines, chez des retailers, chez des acteurs du luxe. Donc c'est une grande ouverture d'esprit. Et je pense qu'en 2 ans, j'ai vraiment franchi des caps que j'aurais mis, 2 ou 3 fois plus de temps dans des univers plus corporate, quoi. Mais j'avais une frustration de ne pas être opérationnel, de remettre un rapport analytique et de passer au sujet d'après sans voir ce qu'il pouvait donner. Et ça, c'est précisément ce que j'avais apprécié dans mes expériences préalables, notamment chez Unilever, avec une petite frustration d'avoir juste un micro-morceau à gérer dans une immense organisation. Donc ton impact est un peu plus dilué. Et puis, plus l'organisation est grosse, plus ça devient forcément politique, plus les décisions sont compliquées à prendre, ce qui se comprend aisément. Mais moi je suis plutôt un homme d'action. Et conséquence de ça, je ressentais à un moment une frustration de ne pas avoir plus de champ. Et je commençais à avoir des copains, je suis toujours inspiré par mon environnement, des copains qui quittaient des gros groupes pour monter ou reprendre des boîtes. Ouais. Et un matin, je me suis levé chez McKinsey, je me rappelle bien, je commençais une mission. Et la mission était passionnante, mais je suis arrivé, je me suis dit, mais en fait, t'es pas à ta place. Il faut que tu trouves un truc qui t'anime plus, qui te drive plus. Et donc, j'ai décidé de partir pour entreprendre. Donc, l'idée il y avait déjà un truc? Je pense qu'elle avait germé. Alors, tu vois, je te parlais de la petite enfance. Ensuite, j'ai fait mon premier stage. C'était assez rigolo. J'étais complètement à la ramasse. J'ai fait trouver un stage. C'était l'été 2000. Et je pense que le 24 juin, j'avais toujours pas de stage. Et là, je tombe sur une annonce complètement par chance dans une start-up. On était juste avant l'éclatement de la bulle. Et cette start-up, elle s'appelait Sporever.fr. C'était une vision assez géniale d'un site qui était un mix de l'équipe.fr qu'on trouve aujourd'hui, donc de l'info sportive, et puis de la mise au service d'acteurs, plutôt de sportifs de haut niveau. Il y avait à l'époque Laura Flessel à l'escrime. Il y avait des gens comme David Douillet. Et donc, tous ces sportifs, grâce à Internet, pouvaient être accessibles au commun des mortels pour donner les bons tuyaux d'entraînement, des conseils pour tout un chacun.
À l'époque, il faut se rappeler que le débit était ridiculement lent. Donc, c'est une boîte qui avait un petit temps d'avance sur son temps et qui a fait un joli bonhomme de chemin. Elle avait été montée par Patrick Chen, qui était le directeur des sports de France Télé, et par Jacques-Henri Hérault. Alors lui qui s'est illustré, c'est un type qui est brillant, qui a fait des études absolument incroyables, et qui était le patron de l'OM il y a quelques temps. Ah oui, c'est vrai. Bref, tout ça pour dire que je suis arrivé, moi j'étais le 4e collaborateur en stage, et quand je suis reparti 3 mois plus tard, on était 55. Énorme. Donc j'avais aussi cette petite graine, j'avais eu un rôle hyper modeste, mais j'avais pu assister à en fait, tout ce qui était possible quand on avait une idée chouette, Ouais. et puis quand on avait un financement. Donc ce truc avait germé, j'avais suivi un autre sillon dans des gros groupes, parce que à l'époque déjà, moi dans ma promo en 2002, honnêtement je pense que 98% des gens partaient chez des gros corporates. Et puis voilà, je pense que j'avais énormément à apprendre, donc j'ai suivi ce sillon, et voilà, et au bout de 7 ans j'en suis parti. Je pense qu'il y a un autre élément déterminant qui est que ma première fille est née au milieu de mon expérience chez McKinsey, et bon, c'est très personnel, mais moi le fait de devenir papa, ça m'a fait prendre 3 pas de recul sur le sens que je donnais à beaucoup de choses, dont le boulot. Et voilà, j'avais envie en fait de plutôt que de conseiller des gros groupes pour lesquels j'avais pas forcément de credo, je trouvais que se lancer dans une aventure entrepreneuriale, et en l'occurrence ça a été Good Goût, donc pour ceux qui connaissent pas la marque, mais la création de petits plats bio aussi bons que du fait maison, donc pour les jeunes parents qui n'ont pas toujours le temps de cuisiner, ça faisait un écho absolument incroyable avec ma vie quotidienne, et donc j'arrivais comme ça par cette création à joindre l'utile et l'agréable. Et finalement, dans les 10 ans qu'a duré, les presque 10 ans qu'a duré l'aventure Good Goût, j'ai jamais eu le sentiment de travailler au sens subir. C'était un bonheur tous les jours, parce que il y avait une grosse montagne à gravir. Mais déjà, c'était excitant, parce que c'était un défi. Et en plus de ça, voilà, la cause, je la trouvais noble. Donc quand tu es convaincu par ce que tu fais, ça te donne une énergie absolument démultipliée. Et ça, c'était en quelle année? Donc ça, c'était en fin de l'année 2009, le démarrage. Une grosse année de R&D pour mettre au point les recettes, trouver les partenaires industriels. On avait un business model où on faisait la R&D, le marketing, les ventes, et on s'appuyait sur des partenaires industriels pour fabriquer et un partenaire logistique pour livrer les clients. Donc voilà, une année pour tout mettre au point, pour trouver les premiers clients, donc en l'occurrence les magasins bio comme Biocoop ou Naturalia. Ah, mais il y en avait beaucoup moins en plus, on parle de ça. Ouais, c'est vrai il y a 11 ans, là ça paraît tout naturel, il y en a partout, à chaque coin de rue, tu as des magasins bio. T'as raison, alors j'ai pas inventé le bio, les premiers c'est les années 90, et mais... ils ont mangé de la vache maigre pendant longtemps. Mais t'as raison, il y en avait je pense 2,5 fois moins des magasins bio qu'aujourd'hui. Puis tu avais des gros groupes, on se disait quand même, c'était des marchés dominés par les grands groupes. Il y avait Danone, enfin il y a toujours Danone, Nestlé, et vous étiez le petit qui arrivait. Enfin, comment tu trouves la motivation de dire, bon, comme tu dis, il y a une conviction personnelle, mais il y a tellement des mastodontes devant toi que... C'est vrai que le marché donc, de l'alimentation infantile en France était dominé à 92% par Danone, avec la marque Blédina, et Nestlé. Et le bio, ça pesait 3,5% du marché. Donc c'était tout rikiki. Mais pour autant, en tant que jeune papa, j'avais ce ressenti. Donc avec Julia, on n'avait pas forcément toujours le temps de cuisiner. Et donc une frustration, une culpabilité le soir, d'avoir à trancher entre est-ce que je fais un petit plat bon, mais c'est au détriment du temps que je passe avec le bébé, ou est-ce que j'ouvre un truc que je ne mangerai pas pour moi. Et finalement, Good Goût, c'était une réponse à cette problématique-là. Et en parlant dans mon petit environnement de jeunes parents, je me suis aperçu que c'était quand même assez partagé comme ressenti. Donc, je pense que quand tu es entrepreneur, il faut une petite dose de folie, quoi. De pas forcément, d'ailleurs peut-être parfois d'inconscience, de pas forcément voir les problèmes. Et le bio était c'était quand même le début de l'explosion. Ouais. Donc voilà. Puis je pense que ça valait le coup d'essayer. Et finalement, quand tu es entrepreneur, une fois que tu as pris la décision de te jeter dans l'eau, c'est comme n'importe quel autre job, quoi. Tu nages le plus vite possible à l'autre bord, et puis tu fais de ton mieux. Et il se trouve que l'idée était bonne et qu'on l'a bien exécutée. Que donc ça nous a amené à faire une boîte en 2018 quand on l'a vendue, qui faisait à peu près presque 25 millions de chiffre d'affaires, qui était rentable.
et qui a recruté 44 collaborateurs en direct, et je pense une grosse centaine d'emplois indirects. Donc c'était un bonheur de construire cette petite aventure. Et tes clients de l'époque, je sais pas si c'est les magasins bio ou les grandes enseignes assez rapidement, ils ont l'habitude de voir des jeunes marques comme toi? Parce qu'aujourd'hui, les DNVB, c'est le commun des mortels, mais... c'est vrai que ça, si tu regardes avec nos yeux de 2021, ça paraît assez banal. En 2009, il y a deux petites marques qui avaient réussi en France dans l'agroalimentaire, au sens large. La première, c'est Innocent. Ouais. Donc c'est une marque anglaise de jus de fruits avec une histoire absolument incroyable de 3 associés qui démarrent, je crois, sur la City en disant on a fait des jus maison dégustés, et puis si vous pensez qu'on devrait quitter nos jobs bien payés, vous balancez le gobelet à gauche dans la poubelle de gauche, et si vous pensez qu'on doit rester au chaud, vous balancez dans la poubelle de droite. Donc eux avaient montré le chemin en Angleterre, et en France c'est Michel Augustin, que beaucoup connaissent, qui s'était attaqué au marché donc des petits biscuits puis des yaourts, et qui avait montré que c'était possible de se faire une place dans ces marchés dominés par des très gros acteurs. Donc il y avait une voie qui était ouverte, mais c'était quand même des exemples très très rares. Donc nous on a tracé notre chemin avec succès, avec de la chance, et il y a plein d'anecdotes qui auraient pu faire en sorte que la trajectoire soit différente. Et je pense qu'on a contribué avec ces acteurs et d'autres à montrer que c'était possible dans cet univers très concentré de créer des boîtes. Et maintenant, effectivement, on voit des DNVB sur tous les secteurs d'activité, tous les marchés de boîtes Internet, qui d'ailleurs commencent sur Internet et qui finissent aussi dans les magasins. Il y a pas mal d'exemples assez inspirants. Et c'est quoi justement ton avis là-dessus? Parce que c'est vrai que nous, on voit, t'as plein de littérature sur les DNVB en général, qui t'assènent des théories du style tu dois contrôler ton consommateur tout le long et ne jamais le perdre. Mais on voit que finalement, il y en a pas mal qui retournent en physique. Est-ce que tu penses que retourner en physique, c'est un peu une défaite aujourd'hui pour les DNVB d'aujourd'hui, ou c'est un passage nécessaire? Alors déjà, sur le lien avec le consommateur, sur Good Goût, en 2011, on avait notre petite boutique e-commerce. Ah oui, déjà. C'était un truc de malade. On partait en vacances, je me rappelle encore, on faisait les préparations de commandes au bureau. Et quand on partait en vacances, donc on n'avait pas de collaborateurs, moi j'avais un stock de produits dans mon coffre, et je préparais dans mon coffre, et j'allais, je me rappelle encore, à Annecy, à la Poste, pour poster les 3 colis qu'on avait reçus sur la semaine. Mais bref, au-delà de l'anecdote, ce point du lien direct avec le consommateur que tu n'as pas quand tu es uniquement en grande distribution, il est fondamental parce que tu as une boucle d'infos retour. Donc ça te permet d'ajuster toutes les améliorations produits que tu peux imaginer. Ça te permet d'avoir un service client personnalisé et donc ça te permet de te différencier. Donc le point est fondamental. Ensuite, sur est-ce que c'est un échec d'aller dans la distribution classique quand tu es une DNVB, je suis pas sûr que ce soit un échec. Si tu compares au marché américain où tu as 330 millions de consommateurs sur un marché à peu près homogène, de gens qui parlent la même langue, qui ont des usages de produits comparables, tu peux arriver à ce constat. En France, 67 millions de consommateurs. Si tu prends le baby-food, en fait, tu as 800 000 naissances par an, donc ça fait des petits marchés. Et donc, sur un marché comme le baby-food, mais il y a plein d'autres exemples, si tu n'es pas en retail, c'est super compliqué d'arriver à une taille critique. Donc ça l'est de moins en moins parce que les usages évoluent, les consommateurs qui ont grandi avec Internet font sauter les barrières d'achat, etc. Néanmoins, ça peut être quand même super smart de réussir à avoir une gamme en retail grand public, ne serait-ce que pour faire de la notoriété et du volume. Mais c'est quoi les signaux positifs pour toi en 2009 quand tu te lances? Si tu as 800 000 naissances par mois, 3% de bio, rien en e-commerce. Écoute, il y en a pas mal. Déjà, il y a un trou dans l'offre. Ouais. Il y a un trou dans l'offre. Ensuite, tu es sur un marché d'1 milliard, ce qui est quand même juste en France, ce qui est une taille quand même considérable pour un marché juste en France. Il y a un autre élément super intéressant quand tu es dans le petit écosystème du food, c'est que c'est la catégorie, donc le baby-food, où la part des marques distributeurs est la plus faible, qu'à l'époque c'était 5-6%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attachement des consommateurs à une marque est fondamental. C'est-à-dire qu'en gros, un papa et une maman, il peut faire des compromis sur la qualité qu'il perçoit des produits pour ce qu'il consomme lui, mais pour son bébé, il veut le meilleur. Et donc il est prêt à faire des sacrifices pour ça.
Et ce qui fait que cette catégorie, elle est une catégorie avec des marges supérieures à la moyenne. Faut pas oublier que la bouffe, par rapport à d'autres secteurs d'activité, on est sur des niveaux de marge assez faibles. Donc, a priori, il y a un marché. A priori, il y a une route vers une rentabilité économique. Et puis, il y a un projet excitant. Donc voilà, donc j'y vais et puis c'est parti. Et comment tu vas en termes de fonds et tu vois, de ressources financières? Comment tu te lances? Est-ce que tu es amené à lever des fonds? Justement, en voyant la réaction de Shabir, je me dis, tu aurais eu du mal à convaincre Daphni. C'est les entrepreneurs d'abord. Oui, pardon. Non, mais c'est une vraie les question signaux. Que tu poses là, parce que alors il y a ce que tu dis, et puis en plus, en 2009, l'écosystème du venture, enfin du financement des startups, n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Donc concrètement, comment on démarre l'aventure avec mon associé du début, c'est que moi je vends mon appart. J'avais eu la chance de réussir à acheter un appart. Donc je vends mon appart et mon appart se transforme en part sociale d'une boîte en création. Ah ouais. Ensuite, on réussit à trouver du financement au réseau Entreprendre, qui est une association absolument incroyable qui accompagne les entrepreneurs. Donc eux, ils nous font un prêt d'honneur. Et on a la chance, parce que quand tu es lauréat de ce réseau, il y a des partenaires bancaires qui te regardent avec un œil meilleur. Donc on a la chance de réussir à lever un peu de dette. Et d'une part, et d'autre part, à l'époque avec Oseo, donc ce qui est aujourd'hui BPI, a réussi à obtenir quelques financements en subvention ou en avance remboursable. Donc comme ça, on rassemble quelque chose comme un peu plus de 300 000 euros. Et ces 300 000 euros, ils nous permettent de tenir les 3 premières années. Et comme on est rentable au bout de la deuxième année, finalement, on arrive à avoir en 2013 un modèle qui est plutôt attractif, une croissance à 3 chiffres. Et là, je fais une levée de fonds où je fais rentrer, je lève un peu moins d'1 million, et je fais rentrer des personnes physiques. Donc 3 personnes physiques. L'un, vieille connaissance de l'école, et l'autre, un couple qu'on rencontre complètement par hasard le jour où notre site web tombe en panne. Je demande à mon assistante de rappeler tous les gens qui essaient de passer commande et pour s'excuser. Et là, la jeune fille, donc Dorothée, qui reçoit l'appel, dit incroyable, j'adore cette marque, j'adorerais rencontrer le fondateur. Donc là, ils se sont dit, vous faites quoi, vous? Moi, je travaille chez Condé Nast à la régie. Donc elle vient me voir. Encore une qui va essayer de me vendre une page publicitaire, mais je vais la recevoir parce qu'on a fauté, donc il faut la recevoir. Et en fait, on n'a jamais parlé d'acheter une page. On a super sympathisé, elle adorait la marque. Et il se trouve qu'ils plaçaient un peu d'argent dans les startups. Et donc, ils nous ont accompagnés, ils ont eu la gentillesse de nous accompagner. Et on est devenus super amis, on ne s'est plus jamais quittés. C'est Condé Nast qui a mis de l'argent ou c'est... Non, c'est eux, elle et son mari en direct. Super, ouais. Et donc voilà, et on s'est financé donc une fois en 2013. Et comme on était rentable, on avait les partenaires bancaires qui suivaient, on a réussi à s'autofinancer jusqu'à la sortie en 2018. Génial. Et 1 million à l'époque, c'était ouf, non? Quand tu vois aujourd'hui que personne regarde ces petites, entre guillemets, levées, toi, c'était ouf, non? Moi, j'y croyais à peine, quoi. Ouais. Donc ouais, c'était un gros montant. Je me rappelle encore, non mais j'en rougis presque. Quand on a reçu le virement, 800 000 euros, moi j'ai pris une photo du compte en banque, quoi. C'est un truc lunaire. Et effectivement, maintenant, les levées de moins de 1 ou 2 millions, elles font presque rire la place. Donc le système a vachement évolué et c'est une source d'opportunité pour tous les entrepreneurs qui ont une super idée, mais pas forcément les moyens de se lancer. Mais du coup, quand même, à l'époque, quand tu commences et que t'as rien, entre guillemets, en pré-seed, au niveau pré-seed d'aujourd'hui, t'arrives quand même à avoir 300 000 euros de prêt bancaire. Non, j'arrive avec l'apport, c'est ça, avec l'apport, tu vois, de 100 000 euros. Aussi, par ailleurs, le prêt bancaire, 100 000 euros, et puis le réseau Entreprendre et les subventions et compagnie, un gros 300 000 euros. Mais faut quand même rappeler aussi un truc qui me semble fondamental, c'est qu'on est dans un très beau pays pour entreprendre. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je quitte McKinsey, ils ont la gentillesse de me faire une rupture conventionnelle, donc ça me permet d'avoir 2 ans pour pouvoir venir. Je coupe mon salaire par 3, mais à la limite, c'est un détail, c'est assumé. Et puis, on choisit un modèle, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui est très léger. Si tu te lances dans l'agroalimentaire en ayant des velléités de construire ta propre usine, là, tu arrives sur des niveaux de capex qui sont à plusieurs millions. Nous, on fait le choix de s'appuyer sur des usines qui existent déjà. Donc finalement, ce qu'on a financé, c'est 10 people
pour développer les recettes. C'est du BFR pour le stock et quelques investissements en marketing, genre créer un site web, mais c'est quand même très léger, quoi. Alors en fait, on avait dit que si le téléphone de Mickaël sonnait, on lui demanderait qui c'est Aurélie. Alors, qui t'appelle Aurélie? Excusez-moi, pardon, c'est un numéro inconnu en plus, vous voyez. Pardon. Vas-y, Mickaël, désolé. Non, je t'en prie, tout ça pour dire que le lancement de l'aventure, il n'est pas ultra gourmand en capitaux. Et moi, j'ai jamais été dans une logique d'ailleurs, à l'époque, ça n'existait pas dans l'écosystème, en tout cas sur les consumer goods, mais de lever pharaonique et puis de réfléchir à comment j'allais dépenser derrière. J'étais plus en mode bon père de famille, il faut vite atteindre la rentabilité, et puis on investit massivement à notre échelle, mais de façon raisonnée, et on a grandi comme ça. Et du coup, quand tu lèves 1 million d'euros, tu lèves parce que tu te dis que le marché évolue et que là, tu dois commencer à aller plus vite que les autres ou Je lève au moment où on a un super référencement dans le réseau bio. Ouais. On commence à rentrer donc en grande distribution, en l'occurrence chez Monoprix. Et cet univers de la grande distribution, je le connaissais bien pour l'avoir pratiqué chez Unilever longtemps. C'est un univers qui demande plus de moyens. Typiquement, quand tu es référencé chez de gros acteurs comme ça, si tu n'as pas de présence sur le terrain, donc avec des vendeurs qui vont s'assurer que ce que tu as négocié est bien mis en place, c'est hyper compliqué de faire ton trou. Donc à ce moment-là, j'avais bien identifié que pour franchir l'étape d'après, il faudrait mettre un gros coup d'investissement. Et donc psychologiquement, je me prépare à l'idée qu'il va falloir pendant 1 an ou 2 ne plus être rentable et donc financer comme ça. Mais on a quand même été rentable. et là, concrètement, physiquement, il y a des gars qui se baladent dans toute la France pour vérifier dans les rayons que les produits sont écoute, j'ai commencé avec 3 plus 2 stagiaires, et puis chaque année on en a rajouté 2 ou 3. Et en fonction des enseignes où tu es présent, tu vois, on en a mis d'abord en Ile-de-France et dans le sud, ensuite on a ajouté en région lyonnaise et dans le nord, et effectivement en 3 ans ou 4 ans, on a couvert les 20-80, quoi, là où se fait le business. Et puis on a bien sûr étoffé l'équipe marketing, l'équipe produit. On a étoffé l'équipe commerciale qui visitait les grandes enseignes. On a étoffé l'équipe commerciale qui allait développer l'export. Et puis, mis en place un ERP, en gros, une équipe aussi de support pour faire en sorte que l'ensemble fonctionne. Et parce que moi, je connais... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Je connais pas trop le secteur, mais du coup, si tu... en amont, tu négocies quelque chose avec ces enseignes, et si tu vérifies pas, tu peux te retrouver hors des rayons ou tout en bas d'un rayon alors que tu as négocié autre chose au départ. Tu as parfaitement résumé. Donc, tu as des enseignes, il y a 2 groupes d'enseignes en France. Il y a des centralisés, donc ça c'est Carrefour, Auchan, Groupe Casino. Et puis tu as des indépendants. Et les indépendants, c'est Leclerc, Intermarché, Super U. Donc les indépendants, chaque magasin appartient à une personne. Les autres, ils sont soit cotés en bourse, soit aux mains d'une famille. Donc ceux-là sont plus directifs, c'est centralisé. Mais même chez eux, ce que tu négocies à la centrale, à Massy, chez Carrefour, c'est pas la mauvaise volonté, mais il se trouve que parfois c'est tellement compliqué à organiser que ce qui est dirigé à la centrale d'achat est plus ou moins bien appliqué, mais comme les très gros, comme les Nestlé, tous les gros, je jette la pierre à personne, mais eux ont des forces de vente de 50-80 personnes, tu penses bien qu'ils jouent des coudes dans les rayons et que assez vite tu te fais satelliser. Donc ça c'est vrai pour les centralisés. Chez les indépendants c'est encore plus vrai, parce que là, ce que tu as négocié à la centrale d'achat, chaque magasin a complètement le droit de dire non, il y a une barrière de péage ici, il faut que tu donnes plus que ce que tu as négocié. Donc c'est absolument indispensable d'avoir une capacité d'aller pousser tes produits. Et d'où, quand tu mets en parallèle pour boucler ce que vous disiez tout à l'heure sur les DNVB, c'est quand même pas mal d'avoir un lien direct avec tes clients, parce que tu gagnes du temps et un lien direct avec les clients. Et moi, ça me fait rebondir, tu parles que tu étoffes pas mal de services dans l'équipe, dans la boîte. Et en 2013 exactement, à mi-parcours, c'est Julia, dont tu as parlé tout à l'heure, donc ton épouse, qui rejoint Good Goût. Et sans rentrer dans les détails, on voulait juste savoir comment ça s'est passé quand vous travaillez, mari et femme, vous travaillez ensemble. Il n'y a pas de règles, j'imagine, mais comment ça s'est passé, vous, votre expérience, et à quelle elle est arrivée pour faire quoi, et comment vous avez géré?
C'est assez amusant de se remémorer ce passage-là. En 2012, on a eu notre 3e enfant. Et Julia a pris un congé parental de 6 mois. Parce que bien sûr, elle était actrice de l'ombre depuis le début, dans le sens où quand toi, tu rentres chez toi avec ta boîte, autant dire que t'en parles un peu beaucoup. Donc elle connaissait tous les rouages. Et puis elle voyait bien que j'avais quand même beaucoup à faire. Donc ça progressait bien, je le disais, à trois chiffres, mais il y avait des trucs qui prenaient du retard. Typiquement le développement produit, j'arrivais pas à me démultiplier. Et comme on allait lever des fonds, comme on avait un peu dérisqué, tu vois, en 2009, quand je lance l'histoire, je renonce à mon salaire, comme je le disais, donc je mets quand même, on vend l'appart, donc je mets quand même la famille à risque. Et 3 ans plus tard, il y a une belle trajectoire. Je commence à me payer un salaire décent, mais un peu limité. Et donc là, elle est aussi en situation de se dire, tiens, si je viens pour 6 mois pour donner un coup de main, on passe pas pour des hystériques auprès de tout notre entourage, genre, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Et donc, ça devient possible. Donc, elle est arrivée temporairement pour donner un coup de main sur le développement produit, parce qu'on n'avait pas lancé de nouveaux produits depuis un moment. Et puis elle est jamais repartie, parce qu'elle aussi, elle a trouvé que c'était extraordinaire. Alors, le mode de fonctionnement, c'est marrant. Si tu relativises, il y a plein de métiers où on travaille en couple. Tu vois, dans l'artisanat, les commerçants, par exemple, souvent, ils travaillent en couple. Donc nous, on avait mis des règles, tu vois, du consultant. Hein. Le soir, tu rentres, clairement, tu déconnectes, sur le seuil, tu laisses absolument les soucis ou le goût. Le 2e soir, c'est pas une connerie, le 2e soir, à 23h30, on était sur un PowerPoint à réviser. Autant dire que le truc a volé en éclats. Non, les règles, c'est que pour que ça fonctionne, nous, on avait la même vision. On partageait la même vision de ce que devait être la boîte. Et donc, on avait très clairement réparti les rôles. Elle s'occupait du produit. Et le produit, ça allait de la R&D à la signature de contrats de fabrication avec les usines. On en avait 14 à la fin. Jusqu'au marketing, au plan de lancement, et puis les RH. Et moi, je m'occupais du reste, donc du commercial, de la gestion, de la com corporate. Et on avait chacun nos lignes de nage, et on avançait, d'ailleurs, sans trop se regarder. On n'avait pas trop besoin de se parler pour voir. À un moment, ça a été presque un problème, parce que quand on a dû mettre en place un COMEX, quand on a dû élargir l'équipe, c'est difficile pour le reste de l'équipe, parce que de façon certaine, il y a des trucs qui se passent quand on est le week-end et qu'on papote. Donc ça devient une difficulté. Au début, c'était une grande force, et ensuite, ça nous a obligés à nous discipliner pour faire en sorte que l'info circule au mieux. Et oui. Et ça, c'est vraiment le challenge que je retiens du travail en couple. C'est que quand tu élargis l'équipe, il faut absolument te forcer à mettre du process. Et pour le coup, à laisser les fameux problèmes sur le seuil, parce que sinon, tu perds les gens. Oui, parce que tu veux dire que vous saviez tout, parce que tu rentres le soir, tu es au courant, mais après, il faut que toute l'équipe, en tout cas ton COMEX... Bah ouais, si tu fais pas l'effort le lendemain, aller prendre un café avec les autres membres du COMEX pour leur dire, tiens, hier soir, on parlait de ça avec Julia, mais il y aura juste une info. Et donc, tu crées de l'asymétrie et ça devient vite un problème. Et vous avez déjà perdu des gens parce que vous avez créé de la frustration comme ça ou... Oui, il faudrait leur demander. On n'a pas perdu beaucoup de gens. On a eu la chance d'avoir une équipe fidèle et super motivée. Mais je suis sûr que si tu les interroges un par un, ils te diront que c'était une des difficultés au quotidien. Oui, pour l'équipe après. Ouais. Ouais. D'accord. Et alors, tu as commencé ta phrase par... c'est pour ça que j'ai tourné la tête violemment tout à l'heure quand tu as dit elle était actrice. C'est un spoiler de la vidéo. Mais du coup, que faisait Julia avant de... Alors, Julia, elle était chez Unilever quand... Comme toi. Ouais, comme moi. On ne s'est pas rencontrés là, on s'est rencontrés à l'école. Mais elle était chez Unilever, elle faisait du marketing, elle a aussi fait du commercial. Donc, elle avait développé des produits, fait des plans market, et puis elle avait vendu ses produits dans la grande distribution. Et toute sa carrière chez Unilever avant de... toute sa carrière en France, et avant, quand on était en Australie, elle était aussi en finance de marché. C'est dingue, ça, quand même, aussi, de faire 1 an en Australie. Bon, c'est un autre sujet, mais... C'est clair. Et tu as parlé tout à l'heure aussi du réseau Entreprendre qui t'a aidé. Et on se disait, tu fais partie de pas mal de réseaux. Aujourd'hui, tu es dans la communauté de Daphni. Tu peux peut-être nous dire un peu... tout ce qui t'a aidé, toi, en tant qu'entrepreneur, à te lancer ou à un moment donné, résoudre un problème Bien sûr, je mentionnais l'écosystème, même en 2009-2010, où il était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, il y avait quand même toutes ces aides
qui existait déjà pour la création d'entreprise, hein, donc faut le mentionner, mais le Pôle emploi, c'est quand même le premier sponsor de la création d'entreprise en France, à mon avis. Ensuite, BPI en est un autre. Ensuite, le réseau Entreprendre. Alors, moi, j'ai eu une difficulté, hein, j'avais une associée au début, on s'est assez vite séparés. Et forcément, une séparation dans une petite boîte qui fait pas beaucoup de chiffre d'affaires, c'est très compliqué. À titre personnel pour chacun des acteurs, et c'était clairement compliqué pour elle et clairement pour moi, mais aussi et sans doute surtout pour la boîte. Et typiquement, là, le réseau Entreprendre, au-delà de tout ce qu'il nous avait apporté pour démarrer, il nous a permis de débloquer la situation et de jouer un rôle de médiation pour nous faire revenir sur Terre chacun et trouver une voie commune qui était la bonne voie pour la boîte. Donc, ce réseau-là, moi, je lui suis très redevable parce que, à mon avis, s'il n'avait pas été là à ce moment-là, on aurait sans doute planté la boîte. C'est pour ça que depuis maintenant 6 ou 7 ans, j'accompagne des boîtes. C'est important de rendre l'ascenseur. Et dans l'écosystème, pour finir de répondre à ta question, maintenant je pense qu'il y a à peu près tout ce que tu peux imaginer pour entreprendre. C'est le paradis. Vous en êtes un super exemple. Donc le financement est maintenant assez facile à trouver quand tu as un joli projet. Et je pense que tu peux aller trouver plus que du financement. La communauté Daphni, c'est un exemple génial de... Je pense que quand tu es... financé, quand tu as Daphni à ton capital, tu as 300 ou 400 personnes que tu peux solliciter qui vont t'aider à développer des problèmes. Donc ça, c'est juste incroyable. Et puis en amont, moi je suis partenaire dans un accélérateur qui s'appelle Futy Partners Impact. Il y a des incubateurs. À toutes les phases d'un projet, tu vas pouvoir avoir de l'aide. Il faudrait presque maintenant une boussole, une map-monde pour t'orienter dans cet univers qui est touffu. Ouais, tout à fait. C'est le moment sponsor pour nous. On n'a rien demandé à Mickaël. Rien demandé, on va s'arranger après. mais du coup, toi, au moment où tu te lances, enfin, au moment où tu décides de ne plus travailler avec ton associé, vous avez déjà un pacte d'associés en place ? Ah bah non, non, ça serait trop simple. Non, on n'avait pas de pacte, on était à 50-50. Donc on avait tout pour que ça explose, quoi. Et on se connaissait pas hyper bien dans le boulot. Donc heureusement qu'il y avait que cette médiation. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans ma casquette de business angel, j'apporte un œil absolument vigilant pour encourager toutes les boîtes dans lesquelles j'investis à prévoir le pire. Parce qu'une fois que c'est prévu, il n'y a plus vraiment de sujet, quoi. Ouais, comme le mariage. C'est ce qui est un peu génial avec les angels aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y en a tellement quali que... dès le départ, tu peux lever des fonds et faire un pacte d'associés aussi, et prévoir un peu le pire, clairement. Et ton... alors, c'était une question que j'avais envie de te poser tout à l'heure, mais... on a trop de questions, mais vas-y, on continue. Pardon. Vas-y. Non, on lâchera Mickaël un tout petit peu en retard, mais c'est trop intéressant pour qu'on s'arrête. mais tu vois, alors, tu parlais de l'avantage... Enfin, de tout ce que tu as appris chez McKinsey, typiquement. C'est quelque chose que tu regardes dans les... Enfin, est-ce que c'est un critère chez les entrepreneurs que tu regardes aujourd'hui, ou tu te dis qu'aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités en start-up ou ailleurs pour apprendre que tu regardes autre chose ? Tu veux dire dans la décision d'investissement ? Est-ce que c'est un critère, exactement, genre avant de les rencontrer, quand tu décides de les rencontrer ou pas ? Disons que quand il y a des points que je connais, tu vois, un point d'appui pour évaluer un entrepreneur, c'est toujours utile. Moi, je suis un exemple de mec qui a monté sa boîte après avoir fait du conseil. Il y en a plein d'autres. Il y a vraiment plein de jolies réussites. Mais il n'y a pas qu'une voie. J'ai plusieurs boîtes. Je pense à une boîte qui s'appelle Pop Chef. Je connais bien. Ouais. Mais eux, ils sont juste incroyables. Ils sont sortis d'école, ils ont monté leur boîte. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc, il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir. Mais c'est sûr que quand tu reçois un dossier, qu'il y a des points d'appui que tu connais, c'est rassurant pour l'investisseur. Mais du coup, comment est-ce que tu choisis ? Parce que j'imagine que tu dois recevoir aussi plusieurs dizaines, enfin, je sais pas de quel ordre, mais beaucoup en tout cas, par semaine, par mois. Comment est-ce que tu choisis de rencontrer tel ou tel entrepreneur ? Alors, depuis 2 ans, je pense qu'on a reçu à peu près un peu plus de 300 dossiers. On en a fait un peu moins de 30, donc on n'est pas super sélectif comparé à un fonds, mais on n'a pas chômé. On regarde bien sûr l'idée, on regarde bien sûr l'équipe, pas facile à évaluer ça. On regarde la taille du marché, on regarde le business model, et puis on essaie de prendre des références à droite à gauche, donc que ce soit des gens qui ont bossé avec les entrepreneurs, que ce soit d'autres personnes au capital. Donc on tâtonne, on apprend petit à petit ce métier d'investisseur que vous connaissez bien mieux que moi, et qui est un métier technique.
Et quand bien même tu es rodé à l'exercice, vous le savez aussi mieux que moi, c'est pas une science exacte. Un investisseur, il a dans son portefeuille plus de boîtes qui vont tomber ou vivoter que de super succès. Ouais. Donc le sujet, ça va être de réussir à identifier 1 ou 2 super succès. Et ça, on le sait que 7, 8, 9, 10 ans après. Donc, je continue à apprendre modestement ce métier et j'ai pas vraiment de réponse à t'apporter. Il y a aussi une autre dimension que je regarde. On peut pas tous les faire. Il y a plein d'autres dossiers qu'on aurait aimé faire, mais qu'on n'a pas fait pour des raisons matérielles évidentes. Mais il y a donc un des critères qui est est-ce que, avec notre expérience à Julia et moi, on va pouvoir avoir un peu de valeur ajoutée outre que de mettre de l'argent. Et dans quelques cas de notre portefeuille, je pense que vraiment on fait gagner du temps aux entrepreneurs. Oui, quand tu dis on, c'est Julia et toi. Oui, pardon, c'est ça. Ouais, ça fait beaucoup de dossiers. Ouais. Et ça me fait penser, justement, donc aujourd'hui, depuis quelques années, tu es investisseur, on a bien compris, tu as ta casquette de business angel. Et du coup, attendez, j'ai du mal à formuler ma phrase. Comment tu trouves le changement des entrepreneurs, toi qui as monté ta boîte, tu vois, il y a c'est quoi, 2000 en 2009. Ouais, j'ai la barbe blanche maintenant. Non, 2009, tu vois, et ceux que tu accompagnes aujourd'hui, tu vois, les points positifs que tu as vus dans cette nouvelle génération et justement ce qui leur manque et que toi t'avais. Qu'est-ce que tu peux nous faire un petit retour ? C'était mieux avant, non ? Je trouve pas. Non, blague à part. Il y a toujours la même énergie. Moi, c'est ce qui me motive à rester dans l'écosystème, tu vois, de gens passionnés et qui t'entraînent avec leur énergie. Ça, c'est absolument, absolument génial. Je pense que par rapport à il y a 10 ans, il y a beaucoup d'a priori, de barrières qu'on pouvait se mettre soi-même qui ont sauté. Je pense qu'on est dans un monde où on se dit que tout est possible. Donc ça donne des idées à des gens où finalement le fait que t'as pas forcément de route vers la rentabilité, c'est pas forcément un problème. Il y a des mecs qui se lancent avec des rentabilités à 10 ans ou peut-être jamais, mais on voit qu'il y a des pistes de sortie. Donc ça c'est génial parce que ça décuple le nombre de sujets et les thèmes qui sont abordés par les entrepreneurs. Et je trouve que le revers de la médaille, c'est que il y a tellement d'argent dans l'écosystème que tu arrives à des valorisations et des attentes qui sont un peu démesurés. Quand tu reçois des gens qui t'expliquent qu'ils vont lever sans chiffre d'affaires, sans rien, qu'ils vont lever 5, 10 millions, et que le premier truc qu'ils vont faire, c'est cash outer au bout de 12 mois, je trouve qu'il y a un décalage. Ce qui me dérange, c'est pas du tout le fait de cash outer, c'est surtout que la boîte est une personne morale. Et je trouve qu'il faut absolument, quand tu montes une boîte, respecter cette personne morale comme si elle était vivante. Donc tout mettre en œuvre pour que finalement les possibilités de succès soient les plus élevées possibles. Mais ça, c'est mon côté vieux schnock. Donc, oui, c'est la course un peu au fond, plutôt que d'essayer de rendre une boîte rentable, tu vois, et chercher les premiers clients. Et c'est plutôt ça, la nouvelle génération, où ils ont des étoiles dans les yeux. Heureusement, c'est loin d'être tous les entrepreneurs. Aussi, non, mais il y a des beaux dossiers. Heureusement, c'est loin d'être la majorité. Non, mais tu vois, il a autant de mérite, quelqu'un qui, ça fait 7 ans, sa boîte est rentable, sans lever de fonds. Mais clairement. Mais après, c'est sûr que c'est le côté un peu shiny des levées de fonds. Ouais. Voilà. Parfois, tu as l'impression qu'il y a une petite caricature qui est je vais lever de fonds et c'est une fin en soi, alors que ça devrait, de mon point de vue, être un moyen de servir un objectif. Mais fort heureusement, ça reste une minorité de dossiers. Ouais. Et la preuve en est que je trouve que l'écosystème est super stimulant, c'est que j'y consacre la totalité de mon temps depuis 2 ans. Et t'as pas envie d'en changer ? Le coup d'après, on verra. Il y a plein de voies possibles. Est-ce que je continue à investir comme je le fais en business angel ? Est-ce que j'essaie de structurer un peu mieux ce truc-là ? Ou est-ce que je reprends mon bâton de pèlerin sur un nouveau projet ? Tout est ouvert. Moi, je savoure le fait d'avoir du temps et un peu moins de pression opérationnelle. Mais je sais que c'est un cheminement, donc ça a vocation à évoluer. On coupera ce passage pour que tous les VC de la place ne te contactent pas après ce podcast. Et du coup, mince, j'ai oublié ma question. Pour finir, ta casquette, oui, qu'est-ce qu'on peut, si les auditeurs écoutent les projets qui t'intéressent toi, quand est-ce qu'il faut t'appeler ou te contacter ? Et bon, n'envoyez pas des LinkedIn, enfin, il faut pas non plus te... Mais tu vois, sur quel projet tu te focuses ? Le trait d'union, c'est impact. Donc, comment on fait en sorte que le monde qu'on laisse à nos enfants
soit meilleur que celui dans lequel on le trouve, que ce soit donc sur l'environnement ou sur le social ou sociétal. Donc il y a plein d'axes. Les axes, on est les plus légitimes à mon sens, c'est tout ce qui est bien de grande consommation. Et ensuite, moi, j'essaie de me forger un peu de connaissances sur l'énergie, la décarbonation, donc les renouvelables, hein, bien sûr. Où je suis moins légitime, mais où j'essaie de me former. Donc ces sujets-là me passionnent. Et ensuite, quand il y a, enfin, j'essaie de regarder tous les dossiers, sauf ceux que je comprends vraiment pas. Où là, je le dis. Donc impact, le trait d'union, c'est ça. Ok. Tu vas recevoir beaucoup de dossiers. Hein. Là, avec nos 500 000 écoutes par épisode. On termine avec des petites questions à la fin. Alors, Mickaël, juste, on avait une dernière question. Est-ce que si tu devais choisir entre entreprendre et investir, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux faire un choix? Eh bien non, je ne choisis pas, madame. Je pense que ma casquette d'investisseur, ma jeune casquette là, elle se nourrit de ce que j'ai fait en entreprenant. Et peut-être qu'elle nourrira une deuxième vie, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. Donc non, je refuse de choisir. Ok. Attends, je sais pas si... En fait, il y a les questions, mais on peut peut-être choisir. Oui, invente. On prend les questions d'habitude. Invente, vas-y. Qui ne change pas, c'était mieux avant. Vous innovez. Hein. Ouais, Est-ce que tu as un bouquin de cet été que tu as lu à nous conseiller? Oui, alors j'ai un bouquin que j'ai trouvé extraordinaire de Luc Ferry, qui s'appelle « Les 7 écologies ». Et qui va essayer de dresser une cartographie de tous ces mouvements qui me semblent au cœur des préoccupations futures, et qui va proposer une voie positive pour régler une partie des problèmes que la Terre rencontre, et susceptible d'entraîner les gens, et pas de la décroissance où il faut rayer de la terre la moitié de la population. Donc je vous encourage à lire ce bouquin extraordinaire. Cool. Superbe. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Ça, c'est une super bonne question. Il n'y a peut-être plus rien maintenant que ce qui m'empêche de dormir la nuit, boîte. c'est quand j'ai des amis à la maison et que on a un super dîner et qu'on n'a pas envie de se quitter. Mais sinon, j'ai jamais été trop sujet au stress. Et Julia, pour parler d'elle, a été capable de s'endormir sur une baffle quand on était étudiant. Donc, on a la chance de bien dormir depuis longtemps. Magnifique. Et enfin, comment tu déconnectes? Tu vas où pour déconnecter? Ou quand est-ce que tu arrives à... Eh ben, c'est marrant parce que tu posais la question sur la petite vidéo d'intro, montagne ou mer. La montagne, quand j'arrive dans les Alpes, instantanément, tous les soucis sont derrière. Donc ça, c'est une formule magique. Et ensuite, le bateau, c'est un peu le même schéma. En gros, je trouve que quand tu changes l'environnement radicalement, avec des choses à contempler, la beauté de la nature, je suis très sensible à ça. C'est pour ça que j'adore les voyages. Mais voilà, le fait de changer le cadre me permet, moi, de débrancher instantanément. C'est vrai. Est-ce que t'aurais, on va changer l'ordre. Encore une? Non, une question pour Aurélie. C'est moi qui décide. Est-ce que j'aurais une question pour Aurélie? Quand est-ce qu'on repart faire du bateau? Eh ben, d'ailleurs, notre marin qu'on supporte, c'est une bonne question. Quand il reviendra de son tour du monde à l'envers, donc un petit clin d'œil à Romain Pillard, qui va partir là en novembre avec Alex Pella, son co-skipper. Ils vont faire le tour du monde à l'envers, on va les suivre, on vous donnera des nouvelles. Et dès qu'il reviendra, parce que on réorganisera. Vous faites les modèles, cela vous n'en parlez pas, mais c'est absolument extraordinaire de supporter ce projet d'un bateau qui va, pour remettre le monde à l'endroit, faire le tour du monde à l'envers. C'est absolument très inspirant. C'est vrai, bien belle punchline. On l'utilisera d'ailleurs pour nos coms. Merci Mickaël. Bon, merci. Finalement, on t'a gardé 50 minutes environ. C'est moi qui vous remercie. Désolé d'avoir dépassé. Les auditeurs, je pense que vous nous comprenez. On avait trop de questions à poser, Mickaël. C'était trop sympa. Donc, on a dépassé notre temps. Merci, Chabir, comme d'hab, d'avoir été le co-host. Ouais, et puis, si vous avez encore plein de questions, vous pouvez contacter Mickaël. mais pas trop quand même. Il a 3 enfants. Il a 4. Ah, 4, mince. Oh là là. Bravo. Bravo aussi pour ça. Merci pour votre accueil. Merci, Mickaël. À bientôt. À bientôt.